Bon, tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Pablo Medina. Je fais une thèse en co-tutelle entre l'Université de Perpignan, plus spécifiquement le Centre des droits économiques et de développement, le CDD, et Flaxo Ecuador. Ma thèse, le nom de ma thèse, c'est l'interaction des institutions formelles et informelles, l'application des normes nationales et internationales. Et elle est supervisée par Jacobo Río Rodríguez ici à Perpignan et par Carolina Curvale en Équateur. Alors, depuis mon arrivée en France, il y a 2 mois, je demandais à plusieurs personnes si elles se souvenaient de la 4e République. La 4e République française, bien sûr. C'est une question piège, j'avoue, parce que pour avoir vécu dans la 4e République, il faudrait avoir au moins 62 ans. Pour s'en souvenir un peu plus que ça, bien sûr. Jusqu'ici, je n'ai trouvé personne qui me réponde oui. Alors, pourtant, je pose ces questions par curiosité, car dans mon cas, depuis que je suis né en Équateur, j'ai vécu 3 chutes de présidents et 2 processus constitutionnels. En d'autres termes, j'ai vécu sous 3 constitutions différentes. On dirait 3 républiques différentes. Cependant, je peux vous assurer que je n'ai pas plus que 60 ans. Mais pourquoi faisons-nous de constitution si souvent? Eh bien, parce que chaque chute des présidents a été précédée par de fortes crises sociales et économiques. Et nous croyons qu'une architecture institutionnelle différente peut résoudre ou au moins améliorer les conditions qui ont conduit à ces crises. Pourtant, je ne suis pas sûr que nous ayons réussi. La logique nous dit donc que le problème n'est pas dans notre architecture institutionnelle. Alors, où est-il? La réponse la plus évidente pourrait être chez les politiciens. Il me semble que cette déclaration, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier à plus ou moins. Cependant, il est important de se demander pourquoi. Pourquoi c'est chez les politiciens? Ici, je voudrais faire une parenthèse pour vous parler un peu de mon expérience personnelle. Après avoir travaillé pendant quelques années à l'Assemblée nationale de mon propre pays, en Équateur, je me suis rendu compte que les politiciens ne respectent pas toujours les règles établies dans les lois. Jusqu'ici, je pense que je ne vous dis rien de nouveau. Cependant, une observation plus détaillée m'a permis de réaliser que les politiciens ne font n'importe quoi non plus. Il y a des règles tacites qu'ils suivent, une loi non écrite, si on veut, qui peut-être parfois aller dans le même sens de la loi et parfois non. Ces règles non écrites sont ce que la science politique identifie comme des institutions politiques informelles. Ainsi, une première hypothèse pourrait être que les politiciens suivent des règles écrites et non écrites en même temps. Lorsque ces 2 ensembles de règles pointent dans la même direction, il est possible que l'architecture institutionnelle formelle remplisse son objectif. Quand elles vont dans des directions opposées, cela sera moins évident, bien sûr. Une caractéristique supplémentaire des politiciens qu'il est important de prendre en compte quand on est en train d'étudier ce genre des affaires, c'est que, contrairement aux citoyens, ce sont les politiciens qui établissent les règles. Alors, pourquoi établir des règles qu'ils ne vont pas suivre plus tard? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, la science politique a étudié en profondeur les institutions formelles. Et depuis les années 90, elle a également commencé à étudier les institutions informelles. Cependant, pour des raisons méthodologiques, lors de l'étude des relations entre les institutions formelles et informelles, la science politique n'a pas pris en compte l'effet de l'interaction de ces éléments, les éléments composant les institutions formelles et informelles, et qui agissent en même temps sur les acteurs politiques, ça veut dire qui agissent en même temps sur les acteurs qui les créent. Alors, en utilisant un cadre théorique issu du droit international public où où les acteurs qui créent les règles, c'est-à-dire les États, sont les mêmes qui doivent ensuite assurer le respect, sanctionner leur non-respect et s'y conformer. Et en utilisant aussi la théorie du choix rationnel, ma thèse propose un modèle analytique qui cherche à expliquer de quelle manière
De quelle manière les interactions des acteurs politiques nationaux et internationaux façonnent-elles les institutions politiques formelles et informelles? Dans quelles conditions les institutions politiques formelles et informelles restreignent-elles effectivement le comportement des acteurs? Qu'est-ce qui explique pourquoi l'équilibre institutionnel penche vers la formalité ou l'informalité? Ces modèles proposent de penser le processus politique de création des normes comme un jeu qui se joue dans deux arènes différentes en exerçant trois rôles en même temps et où les acteurs cherchent à obtenir les scores les plus élevés possibles, bien sûr. Dans la première arène, on joue avec les règles formelles et dans le deuxième, avec les règles informelles. Les trois rôles que jouent les acteurs politiques sont ceux des concepteurs du jeu, puisque ce sont eux qui créent les règles, des arbitres, car ce sont eux qui surveillent leur conformité, des joueurs, bien sûr. Pour gagner les matchs, les acteurs politiques doivent obtenir les plus grands profits possibles en évitant le coût des sanctions. Ainsi, le modèle propose une fonction d'utilité sur l'intérêt des acteurs politiques, d'où émergent des hypothèses qui devraient être vérifiables dans la réalité. Pour tester l'utilité de ce modèle, en utilisant la méthode de récit analytique, je prévois de mener 3 études de cas, une dans le domaine du droit international, l'application de la Charte démocratique interaméricaine, 2 cas nationaux qui se concentrent sur les relations entre l'exécutif et le législatif au Chili et en Équateur. Si mon modèle, en effet, parvient à contribuer à l'explication à propos de comment l'interaction des institutions formelles et informelles affecte l'application des normes au niveau politique, il pourrait aussi contribuer à une réflexion sur la conception des lois et des politiques publiques plus proches de la réalité des sociétés dans lesquelles sont générées, à la lutte contre la corruption peut-être et à la transparence de l'action politique du gouvernement. Ce dernier pilier fondamental de la démocratie. Merci beaucoup. Parfait. Alors, tu as fait exactement 7 minutes, donc c'est vraiment... C'est bien calculé. C'est parfait. Alors, est-ce que... Je peux? Bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour Pablo. Bonjour. Merci pour ta présentation, c'est Nicolas Nguembert. Je voulais te demander si tu pouvais définir simplement ce que tu appelles une institution informelle, parce que, bon voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, j'avais l'impression que c'était des groupes de pression et de lobbying, mais est-ce que ça correspond vraiment à ça? Et là, en fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a plusieurs définitions possibles. La définition que vous venez de faire, c'est en fait une définition qui vient de la sociologie. Mais il y a aussi des définitions qui viennent de l'histoire, par exemple, où on comprend les institutions comme des processus historiquement établis dans une société. Mais la science politique définit les institutions comme des règles. Ça veut dire les institutions sont un système de règles. Pas vraiment les personnes, ça veut dire pas les organisations, pas le bâtiment, quoi. C'est vraiment les règles qui font les institutions, pas vraiment le groupe de personnes, etc. D'accord. Et une autre question, tu as commencé à introduire ton discours en parlant de la 4e République, que je n'ai pas connue non plus, mais au travers des livres d'histoire et tous les doctorants y ont été sensibilisés aux problématiques de la 4e République. Et je voulais savoir, la République équatorienne, elle est établie depuis quand? Parce que au début de la République française, il y a eu plusieurs républiques qui se sont succédées sur un temps relativement court avant qu'on rentre sur des systèmes un peu stables. Oui, en fait, l'Équateur, la première République équatorienne, ça a été établi en 1830. Et pourtant, maintenant, on est dans la 20e République. Alors, on change dans un rythme une constitution chaque 10-12 ans. Et est-ce que justement, ce n'est pas le signe d'une belle vigueur démocratique que de changer aussi souvent de... On pourrait dire que oui. Par exemple, la dernière Assemblée constituante, c'était vraiment ça.
Mais du coup, le problème, c'est que il y a le changement des constitutions, c'est pas vraiment une conséquence d'une participation citoyenne institutionnalisée. Ça veut dire il n'y a pas vraiment une voie pour changer la constitution qui se respecte. C'est toujours à cause d'une crise. Pas les dernières, mais l'avant-dernière processus, en fait, c'était la chute des présidents. Entre 1998 et l'année 2010, on a eu 3 chutes de présidents. Quand je dis chute de présidents, ça veut dire que ce sont des présidents qui n'ont pas fini leur mandat dans le cadre institutionnel. D'accord, merci. Je ne veux pas monopoliser la parole et je vais laisser les doctorants. Je vois qu'il y a... Merci. Alors, on a une question de Hikmat. Est-ce que tu prends en compte le poids du rapport des forces peuple-gouvernement dans ton modèle? Et si oui, comment cela peut se manifester? En fait, non. Dans ces moments, je prends en considération seulement le jeu. Dans les modèles, je prends comme des joueurs seulement les acteurs qui puissent, qui sont chargés du législatif. Dans les modèles internationaux, ce sont les acteurs parce que ce sont eux ce sont les États, parce que ce sont eux qui font les lois internationales. Et dans le cadre national, c'est vraiment le jeu entre le législatif et l'exécutif. Pablo? Oui. Voilà, et c'est bien d'avoir une belle présentation, un très beau sujet. Et là, je crois qu'il est question de démocratie. Je ne sais pas si tu me reçois bien. Oui, un peu coupé, mais oui. Voilà, il est question de démocratie. Et si je comprends bien, en Équateur, au début, il y avait d'abord un régime dictatorial assuré par les militaires au pouvoir jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas? Oui, mais jusqu'à 1978, ça veut dire on a déjà quand même 30 années de démocratie. Alors, après cette période, il n'y a eu qu'une instabilité politique jusqu'à très récemment, c'est-à-dire des présidents qui arrivent, certains qui sont destitués, d'autres qui sont forcés à démissionner. Et crois-tu que l'Équateur est prêt à entrer dans un système démocratique? Parce que depuis le départ des militaires au pouvoir, il n'y a eu que des successions mal préparées. Est-ce que tu crois que l'Équateur est prêt à s'engager dans un régime démocratique? En fait, l'Équateur est dans un régime démocratique. Le problème, c'est que le régime démocratique n'est pas stable. Et quand je dis qu'il n'est pas stable, ça ne veut pas dire qu'on est en train de changer entre des régimes dictatoriaux et démocratiques. Non, c'est vraiment la démocratie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la démocratie n'est pas stable. On a eu 3 présidents qui ont dû démissionner à cause des crises politiques et économiques très, très fortes. Dans l'année 2000, par exemple, quand il était une des chutes de présidents, on a perdu notre monnaie. La crise économique était tellement forte qu'on a dû adopter les dollars américains comme des monnaies nationales parce que vraiment l'économie équatorienne a éclaté, quoi. Alors, on n'arrive pas dans des régimes dictatoriaux, ça veut dire que le militaire n'arrive pas au pouvoir, c'est pas leur intérêt non plus. Mais les institutions démocratiques, ça fonctionne pas vraiment bien. Ça veut dire il y a des problèmes de représentation toujours. C'est un pays qui est divisé. On a un clivage très fort au niveau régional et parfois ça joue aussi. Et voilà, il y a des problèmes. C'est pas vraiment qu'on arrive dans un autoritarisme, mais du coup, la démocratie ne fonctionne pas tellement bien non plus. Pablo? Oui. Du coup, Alimou, je pense que ça a dû pas mal répondre à ta question. On va juste, si tu arrives assez rapidement, à répondre aux 2 questions du chat. Donc, il y a une question de Clément. Ton modèle pourrait-il décrire d'autres types de gouvernement autres qu'au niveau national? Gouvernement d'entreprise, n'étant pas spécialiste, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Assez rapidement, parce que... en fait, non, ce ne sont pas des bêtises. En fait, une fois que si les modèles arrivent à fonctionner avec des adaptations, ça peut fonctionner à n'importe quel système de création de règles.
D'accord. Et ensuite, tu as une question de Maxime, qui était arrivé tout à l'heure en vidéo. Petite question de vocabulaire. Dans ton approche méthodologique, qu'entends-tu par récit analytique? C'est une question à propos de qu'est-ce que c'est le récit analytique, c'est ça? Ouais, assez rapidement, ça va faire Voilà, le récit analytique, c'est une méthodologie qui essaye de, à partir de, comme on n'arrive pas à avoir des data quantitatifs à niveau des politiques, alors ce qu'on fait, c'est on crée un modèle qui peut bien être formalisé au niveau mathématique, mais une fois qu'on a les hypothèses, ça veut dire les propositions, on cherche des évidences qualitatives et on fait un récit qui peut fonctionner comme des évidences par rapport à un modèle qu'on a créé. Voilà. Ça marche. Et je te propose de répondre à la question d'Inoé, qui est intéressante aussi, dans le chat, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et comme ça, on va passer à la prochaine présentation. Et je te remercie. Ok, merci beaucoup. Hein.